Bonjour et bienvenue sur True Crime. En 2013, la disparition mystérieuse d'un riche homme d'affaires français installé à Saint-Pétersbourg, en Russie, va mettre en alerte tout le pays. Christophe, 51 ans, ne donne plus signe de vie et ses comptes en banque sont vidés. Il y a quelqu'un qui s'est accaparé l'argent de Christophe, ça c'est une certitude. Il laisse derrière lui sa femme Dina, sa petite fille Christina et un héritage de 5 millions d'euros. Alors, que s'est-il passé pour que Christophe disparaisse sans laisser de traces? Sa fortune a-t-elle attisé des convoitises? À moins que quelqu'un l'ait supprimé pour s'accaparer son héritage. Et au final, qui héritera de ces millions? À ce moment-là, on ne peut pas être certain à 100%, mais on va dire qu'à 99%, oui, nous sommes certains que l'argent est au cœur de l'affaire. Nous sommes à Paris, à la fin des années 2000. C'est ici que vit Christophe, 45 ans. Originaire d'une famille bourgeoise, il est à la tête d'une petite fortune. Alors Christophe est issu d'une famille d'industriels du nord de la France qui travaillaient autrefois, il y a quelques générations, dans le coton. Financièrement, notre famille était à l'aise puisqu'on avait une entreprise donc familiale, une filature de textile qui était dirigée par 3 personnes, les 3 frères, c'est-à-dire mon père Christian et ses 2 frères. C'est un homme fortuné qui a un mode de vie plutôt aisé. Il adore les antiquaires, les expos, les sorties où il a croisé le chemin de pas mal de femmes. Christophe est analyste financier. Il a fait un MBA à New York. Décrit par certains comme un véritable génie de la finance, c'est lui qui gère la fortune de la famille. Christophe s'occupait de l'héritage familial parce que Pierre et moi, on n'y connaît absolument rien. J'avais parfaitement confiance en Christophe. D'ailleurs, c'est lui qui faisait nos déclarations d'impôts. Moi, ça me dépasse. D'ailleurs, moi-même qui avais mon portefeuille, un petit portefeuille à l'époque dans une banque, j'avais perdu beaucoup parce que ça avait été mal géré et Christophe me l'a redressé. La fortune familiale s'élève à plusieurs millions d'euros. Mais en plus, Christophe dispose d'un très important patrimoine personnel. Christophe avait un appartement à Paris d'une 130aine de mètres carrés, pas loin de l'Étoile. Il avait des actions dans la société familiale et il avait son propre portefeuille plus large, financier, dans lequel il gérait ses actions et les actions de Barbara. Christophe est heureux en affaires, mais il l'est moins en amour. À 45 ans, l'homme n'a jamais été marié et n'a pas d'enfant. Christophe était plutôt quelqu'un de réservé, de très secret. Il cachait sa timidité derrière ce côté réservé. Il n'était pas très doué, c'était pas un séducteur, c'était pas une personne avec du bagou. Christophe souhaitait vraiment fonder une famille, c'était vraiment pour lui un besoin viscéral. En 2008, il rencontre sur Internet une jeune femme qui se prénomme Dina. Elle est russe et elle a presque 30 ans. Rapidement, l'homme de 45 ans décide de la rejoindre en Russie.
Christophe finit par rencontrer cette Dina, qu'il ne connaissait que sur Internet, et ça se passe très bien. Christophe a vraiment un coup de foudre, et voilà, donc lui, il est sûr de lui, c'est la femme qu'il veut, et les choses vont très bien se passer. Christophe donc rencontre Dina en août 2008. Moi, il me le dit à peu près en février qu'il va se marier en 2009. Et il ne m'en parle pas avant. Et quand il m'en parle, je dois avouer que je suis inquiète parce que c'est une jeune femme russe. On a quand même entendu beaucoup d'histoires avec les jeunes femmes russes qui plument leurs époux. Un ticket gagnant. Et donc, elle décide de faire tomber cet homme amoureux d'elle. C'est ce qui va se passer. On imagine qu'ils se mettent assez vite en couple ensemble. Christophe devient un prisonnier volontaire. Car, se présentant en disant « j'ai de l'argent et je veux 10 enfants », et l'autre qui dit « je veux de l'argent, s'il a besoin d'enfants, je suis là toute prête », eh ben, l'affaire va se faire rapidement. Mais il lui en donne 50%. Quelques mois seulement après leur rencontre, le couple se marie en décembre 2009, un mois après la naissance de leur petite fille, Christina. Je rencontre Dina et Christina en 2010, mais en janvier 2010, ça sera mon premier séjour là-bas et c'est la première fois donc où je fais la connaissance de Christina, je suis toute heureuse. Surtout que Christophe avait demandé d'être la marraine et c'est vraiment une joie pour moi de la voir et puis de voir Christophe si heureux aussi. Ils forment un couple heureux, tout le monde paraît content, il y a une naissance, une petite fille, voilà, tout roule. Dina démissionne de son travail dans une agence de publicité et décide de se consacrer entièrement à sa famille. C'est Christophe qui subvient à leurs besoins. Christophe est un homme français, galant, bien éduqué, et fait tout pour que sa femme soit heureuse. Il lui achète un appartement à Saint-Pétersbourg et lui donne 2 500 € par mois. 2 500 € par mois à Saint-Pétersbourg, ça ne se trouve pas sous le pas d'un cheval, car à cette époque, un cadre bien payé touche autour de 1 500 €. Les apparences montrent un couple uni où tout va bien, les relations sont bonnes, il y a une petite fille. A priori, il n'y a pas de problème de couple du tout. Voilà, c'est presque une famille parfaite. Mais en septembre 2013, Barbara, la sœur de Christophe, s'inquiète. Elle n'arrive plus à joindre son frère. Je n'ai plus de nouvelles de Christophe. Notre dernier échange, c'est simple, sera le 17 août 2013. Après, j'essaye de le rejoindre. Impossible de l'avoir. Et je suis étonnée parce que souvent, quand je ne peux pas le joindre, s'il est hors atteinte Internet, il me prévient. Barbara est très inquiète parce qu'elle avait l'habitude de converser avec son frère au moins 2 fois par semaine, par téléphone ou par Internet. Et là, elle n'a plus de nouvelles de son frère. Le silence est inhabituel. J'essaye de tempérer l'anxiété de Barbara, mais la mienne est aussi nette.
Alors, où est passé Christophe? Pourquoi plus personne ne trouve sa trace? Le millionnaire français est-il parti quelque part sans laisser d'adresse? À moins qu'on ait voulu le faire disparaître pour faire main basse sur son héritage, estimé à 5 millions d'euros. Paris, septembre 2013. Cela fait bientôt un mois que Barbara est sans nouvelles de son frère Christophe. L'homme vit à Saint-Pétersbourg, en Russie, depuis 4 ans auprès de sa femme Dina et de leur petite fille. La sœur de Christophe et son époux s'apprêtent à les rejoindre. Mais voilà, Christophe est introuvable. La famille française tire la sonnette d'alarme. Christophe ne répond plus aux nombreux appels, d'autant plus qu'il invite sa famille à venir à Saint-Pétersbourg. Et du jour au lendemain, il ne donne plus de signe de vie. Disparu. Cela surprend tout le monde. Et la famille se dit qu'il doit se passer quelque chose. И люди стали понимать, что что-то произошло с их родственником. Но Si bien que le 8 septembre, nous téléphonons au plus vieux confident de Christophe. On tombe des nues, il nous dit que lui aussi est très inquiet. Il n'a plus de nouvelles de Christophe depuis début août, alors qu'il en avait régulièrement. Son dernier échange, c'est le 1er août, quand Christophe quitte Paris pour aller à Saint-Pétersbourg. Le confident de Christophe va aussi leur faire une révélation étonnante. Il annonce notamment que Christophe est séparé de Dina depuis au moins 2 ans. Alors c'était vraiment une surprise pour Barbara, elle ne le savait pas du tout. Paul nous explique qu'ils sont séparés en fait depuis 2011 et que quand il a été chassé, à ce moment-là, il a acheté un appartement. Il l'a acheté dans les 3 semaines. Le couple explique à tout le monde que Christophe a besoin de beaucoup travailler. L'enfant le dérangeait. Donc, ils ont choisi de vivre séparément. En vrai, je pense que rien n'allait plus dans le couple. Donc, ils se sont séparés, mais ont conservé leur mariage. En France, Barbara et Pierre sont abasourdis par ces révélations. Ils cherchent à entrer en contact avec Dina, mais en vain. Ils craignent que l'argent ait causé à Christophe des ennuis. Christophe avait une situation financière qui pouvait attirer des convoitises. À ce moment-là, on ne peut pas être certain à 100%, mais on va dire qu'à 99%, oui, nous sommes certains que l'argent est au cœur de l'affaire. Alors, par le biais de leur avocate, ils signalent la disparition de Christophe aux autorités russes. Au moment où on ouvre l'enquête, la seule chose que nous savons, c'est qu'il a disparu aux environs du 20 août 2013. Et on n'a aucune autre information. On commence les recherches, et quand on pose la question à son épouse Dina, « Savez-vous où se trouve votre mari ?» Elle répond qu'il est parti au Luxembourg. Dina prétend en fait que Christophe est parti au Luxembourg et la police russe donc fait une recherche pour savoir si Christophe a quitté la Russie ou non. Ils se rendent compte qu'il n'est pas sorti de Russie. On ouvre donc une enquête pour disparition inquiétante. Les enquêteurs russes décident alors de scruter les comptes de Christophe. Et un élément va rapidement attirer leur attention. C'est une personne qui a une situation financière très importante. Et les gens de ce genre ne disparaissent pas comme ça sans raison. Et en scrutant les comptes, on découvre le jour de sa disparition qu'il y a eu dans une des banques de la ville une transaction financière en son nom. Il y a quelqu'un qui s'est accaparé l'argent de Christophe, ça c'est une certitude. Les premières informations font état de 1 million de roubles détournés. 1 million de roubles,
c'est presque 14 000 €. Mais ce n'est pas tout. En France, Barbara et son mari, de leur côté, constatent eux aussi des mouvements financiers suspects sur leur compte en banque. Christophe et sa sœur Barbara ont un compte joint et y ont accès tous les deux. Barbara n'arrive pas à rentrer sur son compte car il y a une nouvelle clé de sécurité en fonction qui n'a pas été validée par elle et par Christophe. Christophe gérait le compte. Ils appellent alors leur banque. La personne au téléphone nous dit « Mais c'est bizarre, le 20 août, il y a eu une vingtaine de tentatives d'entrer dans le compte qui n'ont pas réussi forcément. » Les policiers vont essayer de remonter à la source de ces détournements et ils vont s'apercevoir qu'il y a des fausses autorisations, il y a des faux papiers administratifs qui ont été faits et que l'auteur de ces faux, c'est Dina. Et Dina ne se serait pas seulement attaquée au compte joint de Barbara et Christophe en France. À l'aide de fausses procurations, elle se serait servie sur les comptes de son mari en Russie. Il y a eu des transferts d'argent d'un de ses comptes sur le compte de son épouse, réalisés grâce à une procuration. On fait des expertises en écriture et il se trouve que ce n'est pas la signature de Christophe. On a donc affaire là à un détournement d'argent. Et on peut l'estimer à environ 105 000 €, 5 millions de roubles en Russie. Donc voilà, c'est une forte somme. C'est tout l'argent que Christophe possédait en Russie. Le comportement de Dina éveille des soupçons. En sait-elle plus sur la disparition de son mari? Ou a-t-elle seulement profité de son absence pour se servir sur ses comptes en banque? Et qui est vraiment cette jeune femme? Aurait-elle pu commettre le pire pour s'emparer de l'héritage de son époux, estimé à 5 millions €? Dans ces SMS, et là, il y a des découvertes qui se font qui sont pour le moins étranges. En effet, la police saisit tout le matériel informatique et les téléphones de l'épouse de Christophe. On trouve des vieux téléphones qui ont conservé d'anciens messages. Et on peut en déduire qu'avant Christophe, en 2007-2008, elle communiquait déjà avec d'autres hommes des États-Unis ou d'ailleurs. Elle a même eu des relations intimes, d'après ce qu'on a compris. Je ne sais pas si c'est pour le sexe ou pour l'argent, mais elle a une très belle collection d'hommes. Elle s'en sert quand elle estime en avoir besoin. Elle joue avec ses amants selon ses propres règles. Se dresse alors, aux yeux des enquêteurs, un profil d'une femme vénale, qui est confirmé lors des auditions d'une amie de Dina. Il y a un témoin, une amie de Dina, Sacha, qui dit que Dina recherchait une proie, c'est-à-dire un homme riche, sans enfants et étranger. Et c'était le cas de Christophe. Pour elle, c'était une proie idéale. Juste avant Christophe, elle fait la rencontre d'un certain Olivier. Lui aussi est originaire de France. Si Christophe est très à l'aise financièrement, Olivier, lui, l'est un peu moins. La police constate alors que Dina
n'a jamais cessé de voir cet homme durant son union avec Christophe. Ça a été une grosse surprise de notre part, parce qu'on sait aujourd'hui que lorsque Dina disait qu'elle allait à Khabarovsk, en fait, elle partait dans le sud de la France rejoindre son amant. Un autre élément incriminant pour Dina est découvert. Des messages plus que suspects. Dans son ordinateur, on découvre ses échanges électroniques avec ses copines en 2012, où elle leur écrivait « J'en ai tellement marre de lui que je suis prête à le taper ou à l'empoisonner ». Je sais qu'à d'autres amis, elle a d'ailleurs envoyé des mails, là c'est dans un domaine différent, mais en disant qu'elle souhaitait se débarrasser de Christophe avec une barre de fer, elle pensait à l'empoisonner, donc elle était, on va dire, très claire sur ce qu'elle souhaitait faire. Mais un autre élément va également interpeller les policiers. Alors que tout le monde pense que Dina s'inquiète pour son mari, ils apprennent que peu de temps après la disparition de Christophe, la jeune femme a entrepris de grands travaux de rénovation dans son appartement. Il demande donc pourquoi elle a fait des travaux et là, elle a du mal à répondre à cette question. Donc les policiers pensent qu'il y a tout de suite anguille sous roche. Pour pouvoir mener une perquisition, il nous faut un certain nombre d'éléments à charge. Une fois qu'on a la géolocalisation téléphonique et des mouvements bancaires suspects, on peut alors perquisitionner. Un an après la disparition de Christophe, les policiers ont donc suffisamment de preuves pour mener une perquisition au domicile de Dina. On cherche ses affaires à lui, le moindre indice qui pourrait nous mener à Dina, ou à n'importe quelle personne qui aurait pu commettre le crime. Dina a un comportement très étrange. On sent qu'elle devient très pâle dès qu'on s'approche d'un endroit précis de l'appartement. Les policiers sont intrigués par la réaction de Dina. Quand on soulève le parquet dans l'appartement, elle change de tête. Elle devient toute pâle. Elle comprend alors que c'est fini. En soulevant le parquet de l'entrée, sous les lattes de bois, les policiers retrouvent du sang. On suppose tout de suite que c'est le sang de Christophe. Et quand on voit la tête de Dina, cela nous semble clair. Sur place, on fait un test rapide et on découvre tout de suite que c'était bien du sang humain. Et on apprendra 2 heures plus tard qu'il s'agit bien de celui de Christophe. On est dans un état épouvantable. On sait au fond de nous qu'il est décédé, même si j'arrive pas vraiment à le réaliser, mais on le sait. Mais que s'est-il passé dans cet appartement de l'un des plus beaux quartiers de Saint-Pétersbourg? Qu'est-il arrivé au millionnaire français? Son épouse l'aurait-elle tué pour faire main basse sur son héritage? En novembre 2014, à Saint-Pétersbourg, en Russie, un an après la disparition d'un riche homme d'affaires français, la police fait une découverte macabre. Dans l'appartement de son épouse Dina, sous les lattes d'un parquet, les enquêteurs retrouvent le sang du disparu. Le sang sous le sol de l'appartement de Dina est bien celui de Christophe. Et vu la quantité de sang, il serait logique que Christophe ne soit plus de ce monde, puisque ses blessures devaient être très importantes. Le 19 novembre 2014, les policiers placent Dina en garde à vue. On lui explique qu'on la soupçonne du meurtre de son mari. Elle répond qu'elle n'a jamais tué personne et elle ne sait pas d'où provient le sang. Ça, c'est sa première version. Lors des auditions, les policiers découvrent que Dina
a effectué à 2 reprises un voyage à Pskov, une ville située à 400 km de Saint-Pétersbourg. Une première fois les 24 et 25 août 2013. Le hasard fait que ses amis, durant cette période, lui proposent de venir avec eux visiter Pskov. Elle part avec eux, c'est une excursion des plus normales. Puis, elle y retourne une seconde fois, quelques jours plus tard. Intrigués par ces allées et venues de Dina, les policiers décident d'enquêter à Pskov. Rapidement, nous faisons une demande auprès de nos collègues de Pskov pour savoir s'il n'y avait pas eu d'actes criminels durant cette période. Cette police locale va confirmer qu'ils ont découvert un corps effectivement en 2013. C'est un promeneur qui a appelé la police, car son chien a trouvé les restes d'un corps humain. Ce corps, retrouvé dans les bois en août 2013, était dans un état pitoyable, méconnaissable. Il avait été découpé et brûlé. Pour comprendre s'il s'agit des restes des ossements de Christophe, les enquêteurs se basent sur son profil génétique. Nos collègues nous transmettent un bref résumé. Et dedans, il est indiqué que le défunt avait des implants dentaires réalisés à base de matériaux très chers. Christophe avait justement une prothèse dentaire de ce type. C'est comme ça qu'on va faire le rapprochement, c'est le point commun. Et donc, on va identifier Christophe grâce à cette prothèse dentaire. Alors là, le ciel nous tombe sur la tête. Et là, je suis obligé de revenir à la réalité des faits. Les policiers annoncent alors à Dina, placée en détention provisoire, que le corps de son époux est retrouvé. Ils espèrent ainsi obtenir des aveux, mais la jeune femme clame son innocence et donne une nouvelle version des faits. Et elle nous dit que le 21 août 2013, elle n'était pas à la maison. Elle est sortie en compagnie d'une copine et d'autres hommes. Elle a dormi chez quelqu'un. Puis, le matin, elle rentre le 22 août à la maison et voit le corps de Christophe enroulé dans un sac. Et à côté, il y a un certain Vassili. Et il lui dit, tu n'as rien à dire, je suis là parce que je l'ai tué, parce qu'il me devait de l'argent. Et il lui dit, si tu ne m'aides pas à cacher le corps, tu iras rejoindre ton mari avec ta petite fille. Elle dit donc, j'ai eu très peur et je l'ai aidé. Dina explique que ce Vassili serait un homme, un partenaire d'affaires de Christophe. Selon sa version, elle rencontre Vassili lors des expositions d'art. Elle dit qu'il devait de l'argent à Christophe. Donc Dina va raconter aux policiers que pour se débarrasser du corps, il y avait 2 autres hommes. Il y avait donc Vassili qui aurait tué Christophe et puis elle aurait appelé son père, Victor, pour aider à faire enterrer ce corps et à le transporter. Là, on l'a découvert donc dans les bois au sud de Saint-Pétersbourg. Une version des faits qui n'est pas à exclure pour les policiers. Ils se lancent alors à la recherche de ce Vassili. Dina semble même coopérer. Et elle demande à être accompagnée chez elle, car à la maison, elle aurait une reconnaissance de dette de ce Vassili, avec toutes ses informations personnelles. Et elle nous dit, je vous montrerai ce papier et vous comprendrez tout. Les enquêteurs, en compagnie de Dina, se rendent alors à son domicile, comme le prouvent ces images exceptionnelles tournées par la police russe. Nous allons avec elle à la maison et elle cherche de façon très convaincante. Mais ne trouve rien. Et Dina dit qu'elle ne retrouve plus ce papier, alors que pour elle, enfin, moi j'aurais gardé ça précieusement, j'aurais mis dans un coffre. C'était sa pièce maîtresse. Pour les enquêteurs,
les explications de Dina ne tiennent pas. Cependant, malgré l'absence des aveux, la police parvient à reconstituer les faits. Christophe пришел в гости к своей бывшей супруге. Christophe vient au domicile de son ex-femme. Предполагает следствие, ждал Et selon les возвращения suppositions des своей бывшей enquêteurs, супруги. il Ему attend le было retour de Dina. интересно, может, по-мужски как-то было обидно понять, Il voulait или, sans может doute быть, la prendre en поймать ее flagrant délit самолично, d'adultère. и доказать, что она ему изменяла. Дина ведет разгульный Dina образ mène un жизни, train de vie встречается с мужчинами, totalement libre. изменяет, Elle в sort, общем, elle le пьет, там, trompe, гуляет. va en boîte. Dina вернулась, Donc как ce обычно, soir-là, видимо, elle revient toute joyeuse веселее. et un В peu прямом saoule. смысле этого слова. Pour les policiers, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose entre Christophe et Dina. À ce moment-là, Dina aurait pris une tige en fer, aurait assommé son mari. Какое-то время был Il жив, reste en vie но потом quelques heures, скончался puis от succombe à ses полученных blessures. телесных травм. Elle appelle son père qui vient la rejoindre à Saint-Pétersbourg et tous les deux démembrent le corps de Christophe dans la forêt. Ensuite, ils le brûlent. Mais qu'est-ce qui aurait pu pousser Dina à commettre un tel acte? Жадность, я так Je понимаю, pense que c'est sa желание cupidité, получить деньги, какая-то sa soif d'argent обида, et наверное, peut-être то, что, la в общем, déception de ne pas avoir распался réussi такой son plan. прекрасный план, как переехать во Францию и стать Elle pensait гражданкой devenir française Франции, et vivre en France, приблизиться к dans cette этой très, семье, très riche которая famille, богата et изначально, en finir avec за sa vie de несколько provinciale. столетий, наверное, да, и покончить, наверное, своей с хабаровским таким прошлым. De la То есть pauvreté из à la нищеты, richesse, в sans faire le богатую moindre жизнь, effort. ничего для этого не делая. Vivre en Я думаю, France. что ее план рухнул, потому что Mais son plan ее échoue. привычки изменять, Elle trompe предавать, et il были l'apprend. скрыты, и на этом все закончилось. Поэтому я думаю, что Elle comprend она alors поняла, что que la единственный seule solution шаг qui lui reste или pour capter l'héritage, возможность просто c'est de le получить plumer его et de s'en сбережения, débarrasser. обобрать его и с ним расстаться. La jeune femme est mise en examen et écrouée. Alors, Dina va-t-elle admettre sa culpabilité durant son procès? Et si elle est condamnée, qui va hériter des 5 millions de son mari? Et que va devenir leur propre fille? Fin 2014, à Saint-Pétersbourg, en Russie. Dina, l'épouse d'un millionnaire français, est accusée du meurtre de son mari et du détournement de sa fortune. Elle l'aurait frappé avec une barre de fer, avant de le démembrer et le brûler dans la forêt avec l'aide de son père. Mais dans sa cellule, elle continue à nier les faits. Alors jusqu'au bout, Dina maintient qu'elle est innocente, mais les preuves sont là. Il y a des preuves matérielles contre Dina, il y a le sang, les détournements d'argent, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup d'éléments. Et le fait que Dina nie sa culpabilité, ça n'empêche pas la justice de la juger et de la condamner sévèrement. Durant le procès, qui va durer 1 an en Russie, la jeune femme est seule dans le box des accusés. Son père, qui l'aurait aidé à dissimuler, découper et brûler le corps, n'est pas considéré par la justice russe comme complice du meurtre. Le père de Dina ne sera pas présenté devant la justice, car selon la juridiction de notre pays, si un proche apprend un acte criminel après les faits, il n'est pas considéré comme complice, même s'il aide ensuite à dissimuler le corps. Le 25 avril 2016, le tribunal rend son verdict. Dina est condamnée par la justice russe pour assassinat, crime avec préméditation, pour faux et usage de faux et escroquerie. Elle écope d'une peine de 11 ans de réclusion.
Déjà en tant que marraine, c'est le rôle d'une marraine quand les parents sont défaillants, de s'occuper de Christina. Et d'autre part, j'avais fait la promesse à Christophe que s'il lui arrivait ou s'il leur arrivait quelque chose, de prendre soin de Christina. Mais Barbara et Pierre se heurtent à un obstacle. Pour adopter l'enfant, il faut d'abord que Dina soit déchue de ses droits parentaux. Certes, Dina a été déchue de ses droits maternels dans un premier temps. Il doit quand même y avoir un juge correct dans cette région, on va dire logique et juste. Mais la mère de Dina fait appel de cette décision. Malheureusement, nous apprenons, fin décembre, le 29 décembre, par nos avocats, que ce juge en appel a rendu un jugement indigne. Il rend à cette mère qui a assassiné, démembré, eh bien, elle récupère ses droits maternels. Au moment où nous parlons, le processus d'adoption est bloqué. Les grands-parents russes, de leur côté, refusent d'abandonner la garde de leur petite fille. Du côté de la famille russe, on veut aussi garder Christina. On veut garder Christina. On dit que Christina est très heureuse en Russie, en Sibérie même, et qu'elle travaille bien à l'école et qu'elle n'a aucun problème et que ça la perturberait si elle devait retourner en France dans une famille qu'elle connaît à peine. Entre les deux clans, la guerre est déclarée. Et d'après Pierre et Barbara, si les grands-parents ne veulent pas laisser partir leur petite fille, c'est pour des raisons financières. Là, on est vraiment dans un conflit de famille. Et pour Barbara, si la famille russe veut garder Christina, c'est pour des raisons d'argent, en fait, pour récupérer l'argent dont va hériter Christina à sa majorité. Si les grands-parents ne sont plus tuteurs et si Dina perd ses droits maternels, ils perdent l'héritage. En effet, au centre de cette affaire se trouve l'héritage de Christophe, estimé à 5 millions d'euros. C'était un homme prévoyant qui a pris le soin de mettre ses dernières volontés sur papier. Je suis légataire universel, ce qui veut dire que j'aurai donc 50% des biens de Christophe et Christina aura 50% en tant que légataire réservataire. L'héritage revient donc à la sœur et à la fille de Christophe. Et il est conséquent. Les biens se composent en fait de 3 appartements, donc 2 appartements à Saint-Pétersbourg et un appartement à Paris. Il y a également tout un portefeuille d'actions. Christina étant mineure, c'est sa tutrice, sa grand-mère, qui gère ses biens. Mais Barbara, la sœur de Christophe, craint pour l'avenir de la petite fille. Barbara est très inquiète du sort de sa nièce Christina qui vit du côté de la famille russe parce qu'elle a très peur que cette famille russe s'accapare l'argent de l'héritage en fait au moment de la majorité de Christina et que ça tourne très mal pour Christina à ce moment-là. C'est ce que craint Barbara, c'est son scénario, le scénario du pire. Aujourd'hui, Dina purge sa peine de prison en Russie. Elle pourra faire une demande de liberté anticipée dans 6 ans. Sa fille, Christina, a désormais 10 ans et vit toujours chez ses grands-parents maternels. À sa majorité, la petite fille touchera les millions de l'héritage de son père et pourra alors décider elle-même où faire sa vie. Donc on peut dire, pour conclure, que le sort de l'héritage est entre les mains de Christina. Si elle va en France, l'argent, l'héritage ira en France. Si elle décide de rester en Russie, l'argent restera en Russie. Moi, j'espère que la petite pourra partir vivre en France, car je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour elle. Pour nous, notre espoir fondamental, c'est d'avoir Christina, bien sûr, de l'adopter. En 1978, à Paris,
Sylvia, un ancien top modèle, habite avec Daniel, le plus grand marchand d'art du XXe siècle. Durant plusieurs années, le couple vit dans l'opulence, grâce à la fortune considérable de Daniel, estimée à 4 milliards d'euros. Daniel était dans les 10 premières fortunes mondiales. Il dépassait très largement M. Berlusconi à l'époque. Mais après 37 ans de bonheur, le conte de fées prend fin. Daniel décède en 2001, laissant derrière lui une immense fortune. Alors que Sylvia pensait garder une part de l'héritage, elle se rend compte que les enfants du défunt ne voient pas cela du même œil. Les histoires d'héritage, même dans les familles contre 3 francs 6 sous, ça peut déchirer les familles. Alors vous imaginez quand il y a des milliards en jeu. Alors, pourquoi les deux fils refusent-ils de partager le patrimoine familial? Quelles sont les dernières volontés de Daniel? Et qui gagnera cette guerre d'héritage? Nous sommes en 2001, à Paris. Sylvia, 68 ans, mène une vie de milliardaire. Elle vit dans cet appartement, situé dans ce quartier chic de la capitale, avenue Montaigne, à 2 pas des Champs-Élysées. Mais dans sa jeunesse, Sylvia n'a pas toujours connu la vie de princesse. Elle est israélienne et ses premières armes, si j'ose dire, elle les a fait dans l'armée. Et elle était sous-officier, je crois, de Tsahal. Elle a fait une guerre. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas une évaporée. Il y a son côté ancien militaire qui pouvait ressortir de temps en temps. C'est quelqu'un qui savait se battre. Au début des années 60, Sylvia change de vie. La jeune femme s'envole pour les États-Unis et devient top modèle. L'univers de la jet set s'ouvre à elle. C'est quelqu'un de très agréable, très amusant, qui gravite dans ce milieu un peu people aux États-Unis et en France. L'hiver à Paris, l'été sur la Côte d'Azur, à Monaco. Et donc voilà, c'est une jolie femme, on va dire. La beauté de Sylvia ne laisse personne indifférent. Elle a 31 ans et le jour de la Saint-Valentin, elle rencontre l'homme de sa vie. Il est français, il s'appelle Daniel. Il a 12 ans de plus qu'elle, mais il est surtout le plus grand marchand d'art du XXe siècle. Elle a rencontré Daniel de manière, je dirais, fortuite par des amis, etc. Sylvia m'a toujours dit coup de foudre, amour fou, tout qui compte, et oui. Daniel, c'est l'homme aux 10 000 tableaux. Il possède une collection exceptionnelle, disséminée dans des galeries et des musées aux 4 coins du monde. Des Velázquez, des Caravaggio, des Van Gogh, des Monet, des Gauguin, des Bonnard. Enfin, vous avez absolument tous les plus grands maîtres. Vous voyez le Louvre, eh bien, on pourrait considérer qu'ils ont des tableaux exclusivement de cette qualité et pas loin de cette quantité. Daniel, c'est l'héritier d'une vieille famille de marchands de tableaux qui est installée depuis le 19e siècle, carrément. D'origine alsacienne, installée à Paris, puis à New York. Et à chaque génération, on augmente le stock, on achète, on vend. Et au fait, on en arrive à une situation où on ne sait plus très bien ce qu'ils ont. Ça peut recouvrir quasiment la quasi-totalité de l'histoire de l'art depuis leur naissance. On a vraiment certains chefs-d'œuvre. Il y en avait un qui était déposé au Metropolitan Museum de New York, de très grands tableaux impressionnistes, beaucoup de peintures du 19e, de la peinture avant aussi. Enfin, bref, c'est totalement inestimable. C'est exclusivement des toiles de maître. Il était notamment en possession de grands Monet. Et surtout, c'est lui qui a rédigé le fameux catalogue raisonné de Monet, qui lui a permis d'user de ce pouvoir pour ensuite savoir exactement où se trouvaient les Monet, qui les possédait et les acheter par la suite
Un des aspects les plus connus de cette fortune, c'est le ranch au Kenya, où la famille allait passer ses vacances de Noël habituellement. Donc c'est une immense propriété. Un endroit exceptionnel où des animaux sauvages étaient évidemment en liberté, où une clinique pour les soigner avait été créée. Il faisait vivre toute la région. En plus des tableaux, Daniel perpétue une autre tradition familiale. Il voue une passion dévorante aux chevaux de course. Il possède sa propre écurie, réputée dans le milieu, avec laquelle il a remporté de nombreux prix. Et ce virus des courses, il le transmet à Sylvia. Sylvia aimait bien jouer aux courses, mais pas plus que ça. Et une fois qu'elle a rencontré Daniel, effectivement, ça a été un point commun entre eux, ce goût des courses, ce goût des chevaux. Et elle va elle-même monter sa propre écurie. C'est vraiment un point commun entre Daniel et Sylvia, ce goût des courses. Elle y allait sans arrêt, toutes les semaines. C'est d'ailleurs là que je l'ai rencontrée, à Longchamp. J'ai accompagné sur les champs de course de Vincennes pour voir courir un des chevaux qu'elle avait pu récupérer. Elle m'a même fait parier dessus, j'ai perdu, pas elle, puisque lorsqu'un cheval arrive, même pas premier, les propriétaires gagnent toujours des sous avec, ça aussi c'est un autre monde. Voilà, c'était sa passion. Le couple file le parfait amour. Mais Sylvia doit désormais se faire accepter par les fils de Daniel, nés d'un premier mariage. Alec, 24 ans, et Guy, 19 ans. Elle s'entendait très bien avec Alec, un peu moins avec Guy, parce que Guy, elle a toujours exprimé à tout le monde, pas qu'à moi, qu'il était hypocrite et qu'elle se méfiait beaucoup de lui. Voilà, mais bon, je dirais que dans toutes les familles recomposées, il y a des difficultés. La famille fonctionne en clan, mais en clan d'hommes, uniquement en clan d'hommes. Et ils ont systématiquement écarté les épouses. Le 28 octobre 1978, après 14 années de vie commune, Daniel finit par épouser Sylvia. La cérémonie se déroule à New York, là où réside le couple. Mais ce mariage est plus important pour Daniel que pour Sylvia. Et lorsqu'il a demandé en mariage Sylvia à New York, elle lui a demandé « Mais pourquoi veux-tu m'épouser ?» Parce que c'est une femme libre, elle n'avait pas besoin de se marier. Et il lui a répondu « Pour te protéger de mes enfants ». Et elle ne l'a jamais cru. Alors, pourquoi Daniel veut-il protéger Sylvia? Quelle sorte de menace les deux fils seraient-ils pour Sylvia? Alec et Guy veulent-ils écarter leur belle-mère de l'héritage de leur père? Nous sommes à Paris, en 2001. Aux côtés de Daniel, un des plus grands marchands d'art du monde, Sylvia mène une vie de milliardaire. Mais alors que le couple vient de fêter ses 25 ans de mariage, un drame s'abat sur la famille. Daniel est gravement malade et le 30 octobre, il décède d'un cancer.
Sylvia apprend la nouvelle par ses beaux-fils. On l'a simplement prévenu par téléphone, c'est pas la peine que tu montes, ton mari est mort. Elle n'a aucun problème avec eux. Mais manifestement, tout de même, de la part d'Alec et de Guy, cette belle-mère devient tout à coup un peu encombrante. Daniel décédé, le patriarche de la famille laisse derrière lui un héritage colossal. Une fortune immense de 4 milliards d'euros. Sylvia, son épouse, doit en toucher la moitié. J'ai prouvé qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté, que donc, à ce titre-là, elle devait avoir la moitié des biens communs. Communauté, ça veut dire qu'elle avait droit à 50% de l'héritage. Mais Alec et Guy font une révélation surprenante à Sylvia. Leur père Daniel, une des plus grosses fortunes mondiales, serait en fait ruiné. Il devrait 10 millions d'euros au fisc français. La situation de Daniel à l'époque, du point de vue fiscal, à l'époque de sa mort, est très étrange. Il déclare fort peu au fisc français. Ses revenus de mémoire sont de l'ordre de 4 500 francs par mois. Et la famille a déjà subi quelques redressements fiscaux parce que, quand même, c'était un peu exagéré. Alec et Guy promettent à Sylvia de tout arranger avec le fisc. Et quelques jours après la mort de Daniel, ils convoquent leur belle-mère pour discuter de l'héritage de Daniel. Il serait mort ruiné et surtout, ils lui ont expliqué que si elle ne renonçait pas à la succession, le fisc allait la poursuivre, elle, et que si elle renonçait à la succession, elle ne serait pas poursuivie. Ils l'ont absolument épouvantée pour qu'elle renonce à la succession en lui disant « Que vas-tu faire si un juge d'instruction vient te voir, ils vont te saisir tes bijoux, etc. » C'est, semble-t-il, la raison pour laquelle elle signe, en faisant confiance à ses deux beaux-fils. Sylvia ne s'est jamais mêlée aux affaires de son mari. Et la veuve est un peu perdue avec l'administration française. Et en plus, elle est étrangère. Elle est en France, elle ne connaît pas les lois. Elle a grandi en Israël puis à New York, donc elle a beaucoup vécu à Paris, mais sans jamais, je pense, voir le début d'une déclaration d'impôt, voire même d'un papier officiel de sa vie. C'était pas son job, il y avait d'autres gens qui s'en occupaient pour elle. Elle était totalement dépendante de ses beaux-enfants. Aussi Sylvia renonce à l'héritage de son mari, estimé à 4 milliards d'euros, sur les conseils de ses beaux-enfants. Guy et Alec ont quand même conscience qu'ils ne peuvent pas non plus déshériter totalement leur belle-mère. Ce n'est pas l'objectif, ça ferait scandale en plus. Donc il y a un accord à l'amiable où elle a effectivement quand même 400 000 euros par an de rente. Et il y a aussi l'écurie. Elle conserve son écurie. Donc normalement, tout doit bien se passer parce que 400 000 euros par an, ça commence à faire. Avec 400 000 euros de rente par an, Sylvia serait donc à l'abri du besoin. Sauf que bon, Sylvia est très dépensière, donc 400 000 euros par an, c'est pas tant que ça pour elle. Quand on a eu un train de vie de milliardaire, il s'avère que finalement, parfois, on a du mal à joindre les deux bouts. Sylvia doit aussi déménager. Elle quitte son luxueux appartement avenue Montaigne pour s'installer dans le 16e arrondissement, dans un appartement de 500 mètres carrés. Elle renonce à son héritage, on lui explique que son mari est mort ruiné et qu'elle va devoir une fortune au fisc. Donc ça ne l'étonne pas d'être obligée de changer d'appartement, ça ne l'étonne pas de se retrouver avec des murs nus. Il n'y a plus de tableau, là. Non, une sculpture d'une de ses amies, mais plus de tableau, là. Plus rien. Alec et Guy lui reprennent même un cadeau de Daniel. Une toile exceptionnelle de Pierre Bonnard, le Nu rose à la baignoire, estimé à 20 millions d'euros. Le Nu rose à la baignoire de Bonnard fait partie des rares tableaux dont Sylvia se souvenait parce qu'il était accroché chez elle, longtemps. Donc voilà, elle s'en souvenait presque autant que de ses chevaux. C'est-à-dire que ce tableau était fait pour illuminer
les murs de son salon. Donc elle a vécu pendant des années avenue Montaigne avec ce tableau. Entre les écuries et son train de vie de milliardaire, Sylvia se retrouve très vite à court d'argent. Et elle commence à regretter d'avoir renoncé à l'héritage de son mari. Et d'ailleurs, quand je l'ai rencontrée, elle me l'a dit franchement, elle m'a dit, j'ai été vraiment con, une conne. Je n'aurais pas dû signer ce papier. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ils m'ont embobiné, ils m'ont dit que c'était normal, que si je ne signais pas ce papier, le fisc allait me poursuivre, on devait une fortune au fisc. Oui, c'était totalement abstrait. Jamais elle n'a parlé d'argent avec son mari. Elle n'en a jamais manqué, elle n'en parlait jamais. Mais quelques semaines plus tard, après avoir renoncé à l'héritage de Daniel, l'avocate de Sylvia fait une découverte étonnante. Son mari n'aurait jamais été ruiné, comme l'ont prétendu ses beaux enfants. Mais il n'était pas ruiné du tout, sa fortune était en Suisse, aux États-Unis, en Angleterre, il y avait propriétés en Afrique, au Kenya, les îles Vierges britanniques, différentes écuries, différents élevages, des tableaux absolument exceptionnels dans le monde entier. Alors, pourquoi les fils du milliardaire ont-ils menti à Sylvia? Ont-ils voulu spolier leur belle-mère en la faisant renoncer à la fortune de son mari? Et peut-elle encore prétendre à sa part d'héritage? À Paris, en janvier 2002, Sylvia, la femme d'un marchand d'art millionnaire, vient de renoncer à l'héritage de son époux, le pensant totalement ruiné et criblé de dettes. C'est en tout cas ce qu'ont prétendu les fils de son défunt mari. Mais au moment de régler la succession, Alec et Guy déclarent au fisc une somme bien étrange. 40 millions, c'est encore fort peu. C'est probablement ce qui a été estimé dans l'appartement de Daniel, c'est-à-dire les œuvres qu'il avait chez lui. Voilà. Mais tout ce qu'il avait dans ses dépôts nombreux, variés, il en a toujours aucune idée. On est bien au-delà. Daniel, que ses fils disaient ruiné, aurait finalement un héritage de 43 millions d'euros. Mais cette somme ne serait qu'une petite partie de son patrimoine. C'est une blague. C'est-à-dire que même leur hôtel particulier à Manhattan vaut pratiquement plus que ça. Par rapport à ce que peut coûter un Manet, un Monet, ils en ont des dizaines. Donc évidemment, ce n'est pas du tout à la mesure de l'empire de la famille. Donc 43 millions d'euros, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la fortune de la famille. Il faut bien le savoir. Dans leur déclaration au fisc, Alec et Guy auraient sous-évalué la fortune de leur père. Mais surtout, ils vont commettre avec Sylvia l'irréparable. Elle était propriétaire de 6 chevaux, 6. Et ils ont voulu les mettre dans une structure irlandaise. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle n'était plus propriétaire de ces chevaux. Et c'est ça qui l'a alertée. Et elle est venue me voir au tout début pour cela, en me disant, voilà, j'ai des chevaux, je ne comprends pas, structure irlandaise, pourquoi, etc. J'ai fait arrêter le processus, je lui ai dit, vous ne signez pas, j'ai fait arrêter le processus à garder ses chevaux. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment folle de ses animaux, au bon sens du terme. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle n'a plus ses chevaux, qu'elle ne peut plus aller les voir, que ça pue à elle, tout simplement, des chevaux que Daniel lui avait personnellement offerts, se souvenait-elle, elle s'en inquiète. Cette fois,
lorsque Sylvia va voir Claude Dumont-Béguy, elle arrive avec un certain nombre de papiers auxquels elle ne s'était jamais intéressée auparavant, évidemment, mais qu'elle retrouve dans ses coffres, dans ses affaires. Et parmi ces papiers, il y a notamment une liste de 19 bonnards, listés de la main même de Daniel et donnés à Sylvia nommément, qui font partie d'un trust, ces 19 bonnards, et qui sont d'ailleurs au nom de... Ça s'appelle le Sylvia Trust. Donc c'est évident que ce sont des tableaux qui sont destinés à Sylvia. Sylvia serait donc l'héritière de 19 tableaux, dont la valeur avoisine les 65 millions d'euros. Problème, Daniel les a placés dans un paradis fiscal, un trust aux Bahamas, et Sylvia n'y a pas accès. Un trust aujourd'hui, c'est une disposition juridique par laquelle une personne propriétaire de quelque chose, par exemple d'un bien immobilier, et décide qu'à un moment donné, une autre personne en deviendra propriétaire. Dans le trust, vous pouvez presque tout mettre. Des œuvres d'art, des immeubles, des valeurs mobilières, tout ce qui est possible et tout ce qui potentiellement a de la valeur peut être mis dans un trust. Autrement dit, Sylvia est bien la bénéficiaire des tableaux, mais leur propriétaire, c'est le gérant du trust. Et sans son accord, Sylvia ne peut vendre aucune toile. Ce trustee, c'est lui le véritable propriétaire. À partir du moment où ça commence à être compliqué entre Sylvia et ses beaux-fils, le trustee s'oppose à la vente des bonnards. Alors, pourquoi Alec et Guy bloquent-ils la vente des 19 tableaux dont Sylvia est la bénéficiaire? Sylvia parviendra-t-elle à récupérer cet héritage? Et où mènera cette guerre entre les beaux enfants du défunt et la veuve? Nous sommes en 2009 à Paris. Sylvia, la veuve de Daniel, un marchand d'art milliardaire, a récupéré 15 millions d'euros de sa part d'héritage. Mais elle découvre qu'elle serait aussi l'héritière de 65 millions d'euros placés dans un paradis fiscal. Mais cette somme, elle ne peut l'empocher, car sa belle famille fait blocage. Un butin qui ne serait jamais apparu sur les écrans radars du fisc français. Normalement, tous les biens doivent être versés à la succession. Donc tous les biens, c'est tout. C'est l'argent, c'est les biens immobiliers, c'est les tableaux, c'est les chevaux. Or, à l'époque, la famille estimait que les trusts ne devaient pas être versés à la succession puisqu'ils ne les ont pas déclarés. Pour un notaire, notamment, que j'avais interrogé à l'époque, il était clair que ces trusts auraient dû être versés à la succession. Et ce ne serait pas le seul trust du défunt. En fait, si on remonte un peu la nébuleuse des trusts, on en a pratiquement un pour chaque membre de la famille. Chaque enfant, chaque épouse a son trust. Les chevaux, on dit, ils sont dans une écurie, c'est facile. Non, ils appartiennent à une société qui est immatriculée dans un trust en Irlande. Les tableaux, il y en a qui sont dans la zone franche de l'aéroport de Genève, mais d'autres qui sont, sinon physiquement, du moins administrativement, localisés aux Bahamas. C'est une nébuleuse, mais il y a pas, personne ne peut s'y retrouver. Avant 2011, on pouvait considérer, enfin même toujours aujourd'hui d'ailleurs, que le trust est une entité qui pourrait servir à favoriser ce qu'on appelle l'évasion fiscale. En 2008, Alec, l'un des fils de Daniel, décède à l'âge de 68 ans. Mais Sylvia reproche toujours à Guy de lui avoir dissimulé une immense partie du patrimoine familial logé dans des trusts. Et en juillet 2009, elle porte plainte. Le parquet de Paris ouvre alors une enquête pour abus de confiance. Et en allant voir Claude Dumont-Béguy, son avocate, Sylvia ne savait peut-être pas qu'elle allait ouvrir la boîte de Pandore. Elle pensait juste pouvoir négocier une rente un peu plus importante, récupérer ses chevaux et trouver un accord à l'amiable.
Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa nouvelle avocate, Claude Dumont-Béguy, ne fait pas partie de ses rails et que c'est quelqu'un qui est un peu prêt à tout et qui va peut-être pas respecter les règles comme le ferait un bon avocat sur la place de Paris, un ténor du barreau qui aurait trouvé un arrangement. Elle va y aller. Et l'avocate de Sylvia va enquêter aux 4 coins du monde. En 2009, elle découvre au Metropolitan Museum de New York une toile qui aurait été dissimulée au fisc après la mort de Daniel. Le joueur de luth de Caravage. Une toile du XVIe siècle dont la valeur est exceptionnelle. La valeur pour certains experts, c'est entre 80 et 100 millions pour un tableau. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit d'autres tableaux de Caravage qui sont identifiés et qui seraient mis en vente au-delà de 120 ou 125 millions d'euros, nous sommes dans des proportions absolument astronomiques. Donc, vous voyez, un tableau. Est-ce que vous pouvez capter l'immensité de cette fortune? C'est quelque chose de, je crois, qui est très difficile finalement d'appréhender. En voulant récupérer l'héritage de son mari, Sylvia a mis à jour un vaste système de fraude fiscale au sein de sa belle famille. Une grande partie de la fortune de la famille est dans ces trusts, mais moi je n'ai eu accès qu'à certains de ces trusts. C'est-à-dire que même l'avocate, on ne peut pas savoir s'il n'y a pas d'autres trusts ailleurs. Ensuite, il y a une enquête fiscale qui a démontré qu'il y avait qui a découvert d'autres trusts. Mais par définition, c'est un monde très opaque. Il n'y a pas que les trusts, il y a quand même la collection de tableaux aussi, qui se trouvent dans des musées, qui se trouvent dans les coffres de la famille aussi, alors rue de la Boétie à Manhattan, aux États-Unis, mais il y en a aussi en Amérique latine. Il y en a au Japon. Et à partir de là, ça la dépasse, Claude Dumont-Béguy aussi, à mon avis, à un moment donné. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on découvre que la famille est en possession d'un certain nombre de tableaux que ces tableaux doivent nécessairement faire partie de la succession de Sylvia. Entre Sylvia et sa belle famille, le torchon brûle. Elle revendique sa part d'héritage. Mais après 8 années de longues procédures, la veuve du milliardaire est presque ruinée. Elle était très très endettée. Je l'ai vue vendre des meubles. En tout cas, ceux que les banques n'avaient pas déjà saisis, parce qu'elle n'avait plus quoi payer son train de vie. Les héritiers ayant cessé les versements au moment où ont commencé les procès, elle s'est retrouvée tout d'un coup avec plus de sous. Et plus de sous, et des gros frais. Elle y a laissé énormément d'argent, elle y a laissé beaucoup d'énergie, mais elle a fait exactement ce qu'elle avait décidé de faire. Mais Sylvia ne connaîtra jamais la fin de l'histoire. Gravement malade, elle décède le 13 novembre 2010. Et elle m'a signé un mandat post-mortem en me demandant de continuer, d'aller jusqu'au bout après sa mort. Et si elle a mandaté Claude Dumont-Béguy pour continuer après sa mort, c'est bien parce qu'elle était devenue elle-même enragée, mais enragée au bon sens du terme. C'est un sentiment d'injustice qui la révoltait. Je me souviens de l'avoir entendu déclarer, mais c'est normal de payer les impôts. Et elle ne comprenait pas que le reste de sa famille n'ait pas conscience que c'est normal de payer des impôts. Après la mort de Sylvia, que devient son héritage? Qui est son héritier? Et cette affaire fera-t-elle tomber Guy, le dernier fils du défunt, pour fraude fiscale? Nous sommes à Paris, fin 2010. Sylvia, la veuve du grand marchand d'art du XXe siècle, vient de décéder. Mais avant de s'éteindre, elle a porté plainte contre sa belle famille pour abus de confiance. Elle s'estime gravement spoliée dans l'héritage de son mari. Daniel était milliardaire et Sylvia n'a touché que 15 millions d'euros après son décès. Mais quelle somme aurait dû lui revenir? Elle aurait hérité en gros de
réserve nécessaire pour un avocat, de l'ordre de 300 millions d'euros. Cet héritage faramineux reviendrait aujourd'hui à la sœur de Sylvia. C'est elle que la veuve désigne avant sa mort comme sa légataire universelle. Mais cette dernière ne va pas toucher un centime. En échange d'un chèque considérable de la part du fils de Daniel, elle aurait en effet renoncé à l'héritage. Vous imaginez, lorsqu'on a une fortune comme cela, il est facile d'arranger les situations. La belle famille semble avoir gagné la partie. Mais la plainte de Sylvia, déposée pour abus de confiance, a prospéré. Et en janvier 2017, L'ambiance du procès est assez spéciale puisque tout le monde s'observe un peu en chien de faïence. On va faire venir des experts parce que bien sûr, c'est un dossier de famille qui fait vibrer, bien sûr, comme toutes les affaires d'héritage et de famille, surtout quand des millions sont en jeu. Mais c'est aussi un dossier très technique et qui va être observé très attentivement par toute la place financière, puisque c'est aussi le procès des trusts. Mais le procès va tourner court, car les avocats de Guy vont se servir d'une faille juridique. En effet, à sa mort, aucune loi n'encadrait les trusts. Toute l'ambiguïté du dossier, elle est là. C'est-à-dire que vous avez une loi en 2011 qui demande justement de déclarer ces trusts et donc d'en déclarer les biens et de déclarer si vous en héritez. Or, Daniel, le patriarche, meurt en 2001 et l'affaire commence en 2008-2009. Donc les juges vont dire « votre affaire était prescrite ». En fait, vous avez fait votre déclaration, la loi n'existait pas encore. Il y a un principe juridique, c'est qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans un texte législatif ou réglementaire. Après plusieurs jours de procédure, le président du tribunal reconnaît une claire intention d'évasion fiscale. Pourtant, il prononce un verdict qui va faire polémique. Il commence comme ça. Le président, au moment du délibéré, au moment de la lecture du jugement, va dire « ma décision peut heurter le sens commun ». Et effectivement, la relaxe générale va surprendre tout le monde. Tout le monde. Toutes les parties, même les banques et les notaires, ceux qui les avaient aussi aidés ou géré leur montage étaient poursuivis, tout le monde a été relaxé, confirmé en appel. Aujourd'hui, le verdict a été confirmé en appel, mais le parquet s'est pourvu en cassation. Le fisc réclame de son côté 550 millions d'euros aux héritiers de Daniel. Quand on parle de centaines de millions d'euros, il faut savoir à quoi ça correspond.
C'est d'une part l'impôt qui n'a pas été payé, les droits de succession potentiellement, les intérêts de retard depuis la date du décès, plus des majorations qui peuvent aller jusqu'à 80% du montant de l'impôt éludé. C'est la première fois en 2009 que était évoquée la notion de trust. Et donc nous sommes effectivement dans le cadre d'une situation absolument exceptionnelle. Sur le plan financier, nous dépassons toutes les limites de ce que nous pouvons nous imaginer en termes de fortune. En fait, quand on est milliardaire, on doit se méfier de tout le monde. Et donc ça peut être des beaux-fils, ça peut être des amis, ça peut être des avocats, mais en tout cas, il faut vraiment se méfier à tous les niveaux. C'est des histoires d'héritage, même dans des familles qui ont 3 francs 6 sous, ça peut déchirer les familles. Alors vous imaginez quand il y a des milliards en jeu. Sylvia en a fait les frais. Sur sa part d'héritage, estimée à 300 millions d'euros, elle n'aura touché que 15 millions de son défunt mari, milliardaire.